Valentin partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Et ce soir, je tiens à vous dire que j'ai boosté l'équipe. Enfin, j'ai même pas boosté l'équipe, j'ai même pas besoin de rajouter quoi que ce soit, ils sont fous. En antenne, c'était intenable. En tout cas, ce soir, certes, on n'a pas d'invité, mais j'ai des chroniqueurs et des personnes qui s'y connaissent au niveau foot. On va s'amuser ce soir. Je vais vous dire, ça va débattre. Si ça débat pas ce soir, autant arrêter tout de suite l'émission parce que on n'ira pas loin. Ça, c'est clair et net. En tout cas, ce soir, comme chroniqueur et comme invité, entre parenthèses, ils connaissent très bien l'émission. Il y a Chris, Jacques, Brice, Jean-Michel, Lorelai et John. Bonsoir à vous tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, je vous présente pas Lorelai que vous connaissez très bien. John qui est un supporter d'Arsenal, un tweetos, qui nous suit, qui tweet souvent avec nous et ce soir il est avec nous, présent. J'espère que t'es bien installé, John, parce qu'en deuxième partie ça va être sacrément salé pour toi, je pense. J'ai prévu. Tu sais que c'est quand même mon bras gauche, ou bras droit, ou jambe gauche, je ne sais pas. Et tu vois que non mais Lorelai, je tiens à dire quelque chose, c'est qu'il a préparé ses fiches. Donc il est déjà prêt. Il est prêt. Qu'est-ce que tu crois? Je t'envoie pas n'importe qui, moi. Attends. Je confirme. Il a préparé ses petites fiches. Il me l'a dit en antenne avant l'émission à 17h ou à 15h, je sais plus. En tout cas, tout le monde est prêt. Ça, je vous jure. Et surtout, mes chroniqueurs, ils disent rien pour l'instant. Ils se réservent. Mais attention, ça risque d'être fort ce soir. En tout cas, le sommaire de l'émission, c'est simple. Premier choix de débat que nous choisirons. On votera, parce que vu qu'il n'y a pas d'invité, nous qu'on votera. Tout le monde choisira le débat, le premier débat. Deuxième, le choix des chroniqueurs. Et ce soir, le deuxième, ça sera Arsenal, Arsène Wenger, Arsenal, bien sûr. Et puis en troisième, pour finir l'émission, bien sûr, les pronostics dont Lorelai est très forte en ce moment. Surtout ne l'écoutez pas, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et puis ce soir, on nous suit sur Twitter, comme tous les soirs, sauf que ce soir il est 20h. On a avancé. Pourquoi on a avancé? On va pas se le cacher, Ce soir, il y a le Classico. Moi, j'ai envie de regarder le Classico. Donc, ça m'a un peu embêté. Puis, je sais que vous avez envie d'en regarder. Donc, vous avez envie d'être un petit peu tranquille. Donc, j'ai avancé l'émission. Je suis un fou. J'ai allé on avance l'émission. C'est pas possible ce soir. Real Barça. Et puis, il y a aussi, Saint-Étienne aussi, n'oublions pas. Allez. Donc, sur Twitter, n'hésitez pas à réagir, sur tous nos posts. Et Brice sera là aussi pour nous le dire en direct. Et puis, pour retransmettre les grandes phrases de l'émission. On remercie tout de suite notre grand partenaire de RTS Radio, Life in Sport. Allez vous inscrire à un très beau site où il y a beaucoup de sportifs, c'est un peu le Facebook où il y a beaucoup de sportifs, de foot, de natation, de course vélo, de cricket, c'est très intéressant. Non, on s'en moque, mais c'est très intéressant. Et bien sûr notre lecteur, bien sûr, on peut nous écouter sur iPhone et sur smartphone. Je remercie bien sûr tout le monde s'en fout. Football.com et jeunefoot.com. Non, j'ai pas le droit de les oublier. Allez, c'est parti, chers chroniqueurs. Il y a toujours un petit jingle en début d'émission, bien sûr, le jingle de l'émission, mais il y a toujours le petit jingle qui coupe les débats. Et ce soir, j'ai choisi un jingle un peu particulier, mais écoutez bien la phrase. Homme ouvert, surtout, devant, milieu et derrière. Alors, je sais pas si vous avez bien entendu, je vous le fais réécouter. Oui, j'ai bien entendu, moi. Homme ouvert, surtout, devant, milieu et derrière. Nous sommes ouverts, surtout, devant, milieu et derrière. C'est Arsène Wenger qui a dit ça. Ouais, écoutez, il est ouvert devant et derrière. Bon, il parlait des transferts, bien sûr. Non, il l'a pas dit au début. Non, réalisé avec trucage, bien sûr. Il parlait des transferts. Allez, je suis désolé. J'ai fait un jingle pour Rêve aujourd'hui. Bon, ça, j'assume. Allez, chers chroniqueurs, à vous de choisir. Je vais vous demander assez rapidement ce que vous allez choisir comme premier débat. Donc, à vous de voter. Donc, vous voterez plutôt pour Nice, l'équipe qui monte. Puel peut-il amener cette équipe dans les sommets de la Ligue 1 durablement, ou plutôt reverra-t-on un jour Yoann Gourcuff à son meilleur niveau? Alors, je vais demander en premier par Lorelai, je sais ce qu'elle va choisir, mais je lui demande quand même, quel est ton choix?
forcément, on va pas parler de cette Tarlouse de Johan, donc en fait, on va parler de l'OGC Nice. Hein. Il y a un moment donné, il faut faire des débats, il faut que ce soit constructif et surtout intéressant. On va parler de l'OGC Nice. Voilà, ça c'est fait. Allez, un vote pour Nice. Je vais demander à Brice. Quel est ton vote? Moi, OGC Nice aussi. Allez, OGC Nice. 2 votes pour Nice. Attention, Chris. Pour l'honneur, Gourcuff. Ah, voilà, c'est bien. J'aime bien ça. Xavier. Gourcuff. Oh là, 2-2. Jean-Michel. Attention, attention les gars, je sais vous inviter, faites attention à vous. Jean-Michel, ton choix. Yo, Gourcuff. Ah là là. 3-2. Je vais devoir je m'y attendais pas. départager, je le sens. John, ton avis. Moi, ce sera Nice. Ah bah là, je vais devoir départager, messieurs. Non mais c'est pas bien ça. C'est pas bien. Eh ben écoutez, pour faire honneur à notre ami lyonnais, je vais prendre Nice. Allez, c'est parti. Ça, c'est fait. Voilà, je suis désolé, mais bon, enfin on va parler quand même d'un très bel entraîneur au début, hein, parce que Nice est un très beau un très belle place de 4e en Ligue 1, grâce quand même à Puel, faut pas se le cacher. Donc je vous rappelle son palmarès à Puel. Palmarès, c'est simple, c'est champion de France en 2000 avec Monaco. Voilà. Et meilleur entraîneur en 2005 par France Football et trophée de l'UNFP, meilleur entraîneur en 2006. Voilà. Donc il a un petit palmarès, faut pas se le cacher quand même, juste un trophée. Donc on va commencer par Lorelai, qui voulait parler de l'OGC Nice. Alors pour toi, Puel a fait des erreurs à Lyon, en tout cas ça l'a amené ou ça l'a amené peut-être. Enfin moi j'ai envie de dire des erreurs. Voilà, j'ai envie de jouer dans le débat. Il a fait des erreurs à Lyon, c'est sûr. Il a fait des erreurs dans d'autres clubs. Est-ce que à Nice il va faire les mêmes erreurs ou justement il va apprendre de tout ça et il peut-être emmener Nice aussi haut que Lyon? Est-ce que ça c'est vraiment ambitieux? Est-ce qu'il va avoir la capacité de le faire? Voilà. Puel, est-ce que lui en est capable? Bah, écoute, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis dans le sens où tu me dis qu'il a fait des erreurs à Lyon, certes, soit, mais il faut pas oublier qu'il est arrivé juste après, je veux dire, une succession de titres de champion de France. Il y en avait eu 7 d'affilée et le mec arrive à partir de cette saison-là, tu vois, et je veux dire, il est quand même resté toujours en haut, enfin, dans l'élite, les 3 saisons qu'il a faites, ils ont été 3e et 2e en 2009-2010, et après, bon, je pense plutôt qu'il y a eu il a été critiqué, pas mal critiqué, mais il est arrivé à un moment où il est compliqué de pouvoir faire mieux. Je veux dire, Lyon, c'est quand même le seul à avoir réussi cet exploit-là. D'avoir 7 titres consécutifs et ça devient compliqué de devenir entraîneur à ce moment-là quand l'équipe c'est pas qu'elle va moins bien mais voilà, elle peut pas rester tout le temps au summum de son palmarès, donc voilà, donc pour moi qu'il ait fait des mauvaises choses à Lyon, je suis pas forcément d'accord, et il est arrivé quand même de Lille où il avait fait de très belles choses aussi. Il faut savoir qu'il avait qualifié le LOSC 2 fois, je crois, en Ligue des Champions. Mais enfin, je sais pas. Ils ont été 2e en 2005 aussi, s'il me semble bien, le LOSC à l'époque où il y était. Et ça s'était plus vu au LOSC depuis, je sais pas, un paquet d'années. Je crois que ça remonte dans les années 50, 54, un truc comme ça. Non, il a été champion de France avec Monaco. Pour moi, c'est pas un rigolo. Pour moi, c'est un bon entraîneur. Et on l'a trop décrié malheureusement à l'OL, ce qui fait qu'il a il a souffert d'une mauvaise réputation et je pense que c'est pas mérité. Et il a bien fait de prendre une petite année sabbatique et là justement il montre toutes ses capacités à Nice. Faut savoir que Nice, on en est arrivé à un point où c'était dégueulasse. Voilà, j'habite à côté du Stade du Ré, je suis niçoise, je suis née à Nice. Le Stade du Ré c'est ma 2e maison. Et l'année dernière, mais je chialais pas parce qu'on perdait, je chialais parce que c'était affreux à voir, quoi. Et cette saison-là, dès qu'il y a un match à domicile, j'y suis parce que c'est un plaisir de les voir jouer. Et je mate un match de Nice, même quand il y a des matchs plus importants, je les mate parce que ça fait plaisir à voir. Non, et je pense que Puel, Puel ne va pas, entre guillemets, refaire les mêmes erreurs, puisque c'est là où tu voulais. Mais pour moi, ce ne sont pas des erreurs. Il a déjà démontré que c'est un bon coach et il le fait une nouvelle fois avec Nice.
Alors, il est décrié, on le sait, il a été énormément décrié à Lyon, énormément critiqué. Alors, cher chroniqueur, si vous avez un avis là-dessus, vas-y Chris. Puel, il faut savoir pourquoi il faut savoir pourquoi il était décrié. Il a vraiment pas eu de bol. Il est parti de Lille avant les meilleures années. Bien qu'il ait quand même fait il a fait de très bonnes choses là-bas, mais avant les meilleures années. Puis il arrive à Lyon après les meilleures années. Donc c'est forcément logique. Moi, je pense que c'est un bon technicien aussi. On peut le voir. Il a aussi une bonne science tactique. Parfois, je trouve qu'il a pas toujours bien joué le jeu au niveau des médias. On sait que c'est très très important, surtout en France où bon, ça peut aussi te faire retourner contre toi la popularité ou éventuellement l'image. Maintenant, voilà, au niveau du palmarès, je pense que effectivement, soit c'est pas un très grand entraîneur et à ce moment-là, il a un palmarès digne de ce rang. Si on me dit que c'est un grand entraîneur, à ce moment-là, il a pas le palmarès qu'il mérite, ça c'est certain. Mais c'est vrai ce qu'il dit, Chris, là, ce qu'il dit là, c'est vrai, c'est que dans la mémoire des gens, le premier entraîneur qui a rien gagné avec Lyon, bah c'est Puel, quoi, tu vois. Mais c'est vrai, comme disait Lorelai, par contre, il a réussi à les qualifier à chaque fois en Ligue des Champions. Et il est arrivé en plus à une période où ça allait un petit peu moins bien. Après, de toute façon, moi je me demande aussi si il est pas plus fait pour un club comme Nice. Ouais. C'est un peu ce qu'il a fait à Lille, hein. D'ailleurs, la connerie peu avec des jeunes, il aime bien ça. D'ailleurs, c'est une grosse connerie. Quand il quitte Lille pour Lyon, c'est la plus grosse connerie qu'il ait faite parce que non seulement il a tourné le dos à Lille qui était déjà en train de carburer, on savait projet de passer à Lyon. Lyon, ils étaient au top à ce moment-là, tu vois. C'est pas faux, mais il avait ce potentiel-là à Lille et on savait qu'ils avaient le potentiel pour être champion, etc. Et pour travailler dans un très bon club dans la continuité. Et là, il arrive à Lyon et c'est là où il y a eu le déclin. Donc, il a été le synonyme du déclin lyonnais. C'est tout à fait normal qu'il soit totalement détesté à Lyon. Moi, ça me paraît tout à fait logique. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la pression populaire, avec ce qu'il a vécu à Lyon, à mon avis, il est bien gonflé à bloc en plus et il le dit pas trop en ce moment. Mais moi déjà quand je l'ai vu arriver à Nice, c'est vrai, ils étaient un peu au fond du trou et je suis surpris de ce qu'il fait. Hein. Et il y a des bons jeunes, et ils ont fait un bon recrutement à Nice. Justement, Xavier, justement, je vais. Non, mais y a pas de souci. Justement, je vais rebondir sur ce que tu dis. Donc, actuellement, Puel est arrivé pas un an, hein, il est arrivé cette année. Ouais. L'année dernière, hein, en début de saison, hein, et il fait un recrutement qui intelligent avec le peu de moyens qu'il a, il est décrié d'entrée de jeu, hein, faut pas se le cacher, avec aussi un peu l'affaire de Ospina avec Joris Del. Ça a vite fait les médias, en tout cas ça ils aiment bien, donc c'est assez croustillant. Mais après le reste quand même, il ramène quelques joueurs dont l'attaquant, je dirais le nom parce que j'ai peur de me louper la marche comme tous les soirs. Zvitanic. Et donc il ramène ce joueur qui justement fait un très bon début de saison. Donc on peut dire quand même que Puel a un super œil pour aller chercher ou dégoter des super joueurs, ou il a un super bon taf. Totalement, mais bon, tu parles de Zvitanic, mais il y a pas que Zvitanic aussi qu'il a ramené. Je veux dire, il y a toute une petite équipe parce qu'avec le peu de moyens qu'il avait, il a quand même déjà, je veux dire, Zvitanic, c'est le plus beau transfert, européen, c'est le plus rentable à l'heure actuelle. Ça, c'est un transfert qui est certes très intelligent et il a eu l'œil pour ça, mais il n'y a pas que ça. Il nous a ramené Kolo Djezak, il a ramené Genevois, Boteac, Esric, des mecs comme Jérémy Pied. C'est une petite équipe maintenant de jeunes mecs qui en plus ont l'air soudés et avec lesquels ça fonctionne, quoi. John, tu voulais réagir? Il y a un renouveau et ça fonctionne de ouf. John, vas-y, tu voulais réagir? Oui, en fait, le problème à Lyon, c'est qu'on lui a demandé de faire des gros transferts. C'était la période de Lyon où là, ça avait décidé de claquer les sous. Il fallait ramener des noms sexy, chers, connus, et on a vu que ça n'a pas forcément fonctionné, alors qu'à Lille et à Nice, il réussit avec des petits transferts, des petits joueurs pas trop connus, et il les façonne, il les adapte à son jeu à lui, alors qu'à Lyon, il n'avait pas forcément cette marge de manœuvre là. En même temps, t'as pas la même pression en prenant. Voilà. Oui, non, mais voilà. Et puis t'as plus de marge de manœuvre dans le sens où bon, à Lyon, si tu rates un transfert, c'est très grave, alors que c'est un petit peu moins grave à Nice. Donc. Et puis en plus, quand tu perds 3 ou 4 matchs où t'es mal classé à Lyon, de direct, ça commence entre les supporters qui en ont un peu après toi, et puis voir Aulas et Lacombe. Même si Aulas l'a défendu quand il était au club, bon maintenant il le taille grave, mais t'as une énorme pression, alors qu'à Nice, il a tout à gagner. Parce que le club n'a jamais été aussi bien classé depuis longtemps, donc pour l'instant tout est positif pour lui. C'est clair. Oui, maintenant on lui dresse tous les lauriers, etc. Il faut être aussi dans le contraste par rapport à une chose, c'est qu'il arrive aussi dans un club avec beaucoup d'irrégularités. Moi, je trouve que le plus gros miracle finalement, et on l'a dit un petit peu plus tôt en prélude, c'est qu'il arrive
Avec quand même, il faut le dire, c'est quand même à noter, le budget a été amputé d'un cinquième, donc il y a une baisse de budget d'un cinquième. Bon, c'est un peu la crise pour tout le monde du côté des Niçois. Et malgré tout, il arrive vraiment à faire effectivement une très très bonne saison. Maintenant, on peut pas dire ces dernières années, Nice a été quand même un club qui a été connu pour ses soubresauts et ses irrégularités. Donc, je pense que c'est un petit peu délicat que de juger un bilan qui serait uniquement positif après même une saison pas encore finie. Donc attendons de voir. On sait en plus que c'est quelqu'un qui a, contrairement à ce que certains auraient pu penser, moi j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un qui aimait bien s'inscrire dans le long terme et dans la longévité. Donc là, il faudra voir effectivement l'année prochaine, déjà s'il y a une confirmation. Et s'il n'y a pas de confirmation l'année prochaine, tout ce qu'on dit, excusez-moi de vous le dire, mais ça pourrait déjà tomber un peu à la poubelle. C'est le football en même temps. La vérité de demain n'est pas la même que celle dans un mois. Je veux dire. C'est pour ça qu'il faut. Mais pour c'est pour ça qu'il faut travailler. Oui, mais là on est un petit peu dans la caricature inverse. Pardon, on est dans la caricature inverse. C'est ce que je veux dire. Il y a un an, c'était le plus mauvais, et là aujourd'hui, c'est que. Ouais, mais c'est pas bon d'être dans l'extrême comme ça, je pense. Et puis là, il y a du beau jeu à Nice. On s'éclate quand on voit Nice, quand on voyait Lyon sous ses ordres. Et ben, faut le dire, on se faisait chier comme pas possible, quoi. C'est ça, t'as raison, John, dans ce que tu dis, c'est que on lui a souvent reproché ça, même, je crois que même à Lille, hein, il l'avait un peu cassé en disant qu'avec Garcia, il était passé du champagne au cidre. À Lyon, c'était pareil, on lui reprochait ses façons de jouer. Et là, à Nice, c'est vrai que c'est pas le cas. Moi, je vois pas beaucoup de matchs de Nice, mais ils ont l'air de bien jouer. Alors, il y a des entraîneurs, Chris, qui ont toujours été qui ont toujours préféré être dans des structures de petits clubs où ils avaient moins de pression sur les épaules. Alors, c'est peut-être le cas, beaucoup moins qu'à Lyon. En 2005, il n'y a pas de pression. Hein. Mais non, mais c'est ce que je te dis. Et c'est ce que je te dis. Et il réussit là où il n'y a pas de pression. Il y a des entraîneurs qui sont comme ça pour le moment. J'espère pouvoir me tromper et que dans les 10 prochaines années, il fasse une très très bonne saison alors qu'il a une énorme pression sur les épaules. Il n'a pas trop eu l'occasion de montrer ce qu'il pouvait faire dans ce cadre-là, mais à la limite, je pense que l'échec lyonnais va peut-être lui faire prendre conscience qu'il préfère un cadre comme ça, où il a un petit peu moins l'obligation d'avoir des résultats, d'être champion. Et je pense que là, peut-être qu'il pourra vraiment se révéler vraiment et avoir un palmarès un petit peu plus digne de son talent. Ok, mais après, messieurs, peut-être que dans d'autres clubs aussi, on a un peu les mains enlacées par certains présidents et on peut pas trop bouger aussi. Ça, faut aussi peut-être se rappeler. Peut-être Ola, c'était peut-être un petit peu ça. Ça, on sait pas. Voilà, ça joue. Enfin, je vais juste à vous rappeler quelque chose et je vais interpeller Jean-Michel qu'on n'a pas encore entendu, mais on se rappelle de Valenciennes, début de saison énorme, fantastique, qui dépote, qui fait un super bon début de saison et là qui s'effondre. Actuellement, Nice il continue à évoluer, à avancer et à progresser énormément. Ouais, mais c'est plus un feu de paille là, parce que justement ils sont toujours là, ils continuent à confirmer. Justement, ils avaient pas trop bien démarré. Ouais, mais là c'est ça parce que je vois pas pourquoi tu es en train de parler de Valenciennes. Mais Valenciennes, ça a commencé à prendre calme, mais ça a chuté. Nice, c'est constant depuis le début de la saison. Oui, sur les 10 derniers matchs, Nice, c'est 2 défaites, 1 nul, 7 victoires. Ouais, ils ont eu des blessures qu'on fait un peu mal. Mais même avec les blessures et même sans Vitanic, ça roule quand même, hein. Le phénomène niçois est plus rare que le phénomène valenciennois. On voit très souvent des clubs. Faut pas oublier aussi avec les transferts comment ça peut se passer dans une nouvelle saison. Un club qui fait un très bon début de saison et qui surjoue. Ça se voit assez souvent. Par contre, le phénomène niçois, c'est tout simplement ce qu'on peut appeler classiquement, c'est la révélation de l'année. Non, mais c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que profitons du plus beau football. L'année dernière, c'était Newcastle en Angleterre. Cette année, c'est Swansea dans tous les championnats. Il y avait Levante en Espagne l'année dernière, si je me trompe pas. Tous les ans, dans tous les championnats, il y a une révélation, une surprise. Après, il faut savoir quelle est la part de l'entraîneur là-dedans. Est-ce qu'elle est bien sûr très importante, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Je pense pas. Peut-être aussi qu'au niveau de la direction, on a quand même compris des choses, parce que il y a la direction est relativement neuve. Je crois que c'est 2011 le changement de direction qu'il y a eu, donc c'est assez récent. 2 ans dans le football, c'est assez peu finalement. Donc peut-être aussi qu'il y a une responsabilisation du club, et ce qui pourrait être positif dans les prochaines années aussi. Peut-être qu'on a aussi bien compris au niveau des transferts que Nice est un club qui doit faire comme ça, qui doit faire confiance à ses jeunes. Et peut-être que les clubs français ne l'ont pas assez suffisamment compris, de éventuellement de lancer des jeunes à moindre coût, voire à coût nul, ou alors de relancer des joueurs qui ont besoin de ça. On avait vu ça l'année passée aussi. Je me demande si c'est pas Nice aussi qui avait fait ça sur certains joueurs, qui avaient lancé des joueurs d'une trentaine d'années qui avaient besoin de se confirmer la saison passée. Donc c'est quand même aussi important à ce niveau-là. On a compris, peut-être qu'on a compris à Nice que d'autres clubs français ne l'ont pas fait.
Ouais, peut-être. Puis- Mais alors, attends, juste, j'avais Ouais, vas-y, ouais, bien 30 sûr. secondes. Je vais juste interpeller Jean-Michel parce qu'on l'a pas entendu. Peut-être qu'il se tait. Il est en train de camper. Il va Il a attaquer. peur des Niçois, il a peur des Niçois. Non, non, mais C'était niçoise surtout. peut-être. Jean-Michel, toi, tu es peut-être un peu impressionné de Puel, de son travail. Est-ce que tu penses que Nice peut continuer sur sa lancée ou ça va être un peu plus compliqué, un peu plus compliqué prochainement? Impressionné, non, parce que je pense l'avoir déjà dit à l'antenne que Claude Puel était un entraîneur sérieux. Ce qu'il fait, c'est cohérent. Son équipe joue un peu à l'image du joueur qu'il a été. Mais toi, il t'avait Euh, pas déçu à Lyon, franchement, un petit peu, quand même. Honnêtement, non, parce que pour en parler avec beaucoup d'amis, ou même quand j'étais encore sur les terrains, on se disait à chaque fois, mais Lyon fonctionne tellement comme une Formule 1 à écraser tout le championnat que euh, pauvre entraîneur qui va arriver sur cette fin de cycle ou qui va arriver au moment où certains joueurs ont une usure mentale qui peut arriver, parce que lorsque vous gagnez tout pendant 7 8 ans, une usure mentale ou physique peut s'installer et c'est pas évident de relancer la machine. Donc malheureusement, c'est tombé sur lui. Mais après, à proprement dit, moi, il m'a pas déçu quand il était à Lyon, parce que pour moi, la qualité d'un entraîneur, c'est être capable de tirer le maximum de son groupe. Donc après, c'était peut-être pas beau, et je pense qu'il a été caricaturé Oui, parfois par les médias français, parce que on sait bien, ils t'apprécient, ils ont tendance à voir le verre à moitié plein. C'est pas le cas, ils voient le verre à moitié vide, et je pense qu'il en a pâti. Il a peut-être aussi Après, souffert, Jean-Michel, il a peut-être aussi souffert du fait que c'était un milieu défensif et on sait que souvent on a toujours l'impression quand il était milieu défensif, quand il était joueur, donc on a toujours l'impression un petit peu que l'entraîneur a tendance à être beaucoup plus conservateur et prudent dans les grands clubs. Et Il y a, ça, il y c'est a très peut-être souvent son critiqué, discours. oui, Jean-Michel. mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai aussi, mais est-ce qu'on fait tous ces reproches à Didier Deschamps qui, dans chaque équipe qu'il a eu à entraîner, et d'ailleurs il ne s'en cache pas, hein, il a Mais ce qu'il y a, c'est toujours qu'il dit gagne que... beaucoup. Il est quand même assez titré souvent, malgré que c'est pas du beau jeu des fois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est parce que ce que je veux dire, c'est que Deschamps, euh, il a. Mais la il est... différence de Deschamps, la différence de Deschamps, c'est qu'il était peut-être un peu plus malin, dans le sens où il a fait des choix de carrière qui étaient un petit peu plus propices, contrairement à Peut-être, ouais. Oui, mais l'entraîneur Par du contre, choix. passé, t'as il a, l'impression qu'il a un peu de il chance. C'est vrai. il a peut-être Ah pas eu... oui, il arrive à Marseille alors que le titre est quasiment offert sur un plateau, quoi. C'est Guéret qui avait fait 80% du travail avant lui, donc. Aussi, Ouais, il a vas-y, Jean-Michel. peut-être pas eu les mêmes choix aussi, quoi. Là, je pense vraiment que Nice, ça va être un révélateur important, parce que moi, l'image que j'ai de Claude Puel, c'est que c'est, en plus d'être un entraîneur sérieux, c'est un entraîneur qui a pas peur de mettre les mains dans le cambouis, qui a pas peur de bâtir, qui a pas peur des responsabilités, comme il a pu le faire à Lille. Et là, Nice va bientôt entamer un virage important, parce il va y avoir l'arrivée du nouveau stade, qui est une super enceinte. Donc, voir comment ils vont réussir à gérer ça aussi, parce que tous les clubs n'y arrivent pas. Et je suis vraiment curieux du futur de Nice. Ouais. Et il faut dire aussi que c'est un exploit de réussir à Nice en tant qu'entraîneur ces dernières années, parce que je pense que le dernier qui a plus ou moins réussi, c'était même plus que moi, d'ailleurs Antonetti, il y a quelques années de ça. Mais moi, j'avais fondé beaucoup d'espoir sur Didier Olé-Nicole qui s'est vautré là-bas à Nice, alors que Ils pour n'ont pas moi, laissé beaucoup de temps non je plus, Ole Nicole. confirme et je maintiens que ça reste un entraîneur qui a beaucoup de potentiel au niveau de Ouais, en Ligue c'est 2, un très ouais. bon tacticien. Oui, en Ligue 2, ouais, mais on lui a peut-être pas laissé sa chance. Tout ça Non, il est pour pas resté tout longtemps, ça hein, pour auréoler davantage encore l'entraîneur actuel, Claude Puel, pour dire que c'est difficile de maintenir à Nice, parce qu'on parle de pression sportive qui est pas très importante. Par contre, les supporters derrière, ils sont chauds. n'est-ce Alors, pas mais C'est vrai. ouais, c'est vrai. Brice, quelques petites réactions Twitter. Vas-y, on t'écoute. Ouais, bah, quand même, d'une manière générale, les Twittos sont plutôt heureux de voir Nice cette position dans le classement. Ça donne un peu de nouveauté dans ce championnat et ça change un peu. Et pour une fois, on voit Nice en haut du classement. C'est plus un peu comme certains disaient, le bon vieux stade tout pourri où c'est des matchs de merde. Eh ben, ils doivent être contents alors les mecs que le PSG soit premier du championnat vu que ça change un petit peu. Ah oui. Non? C'est pas les mêmes réactions. Ça y est, là ça attaque. Il s'est pris un petit vent, Xavier. Vas-y, Brice, continue. Et donc, ce qui revient quand même souvent, ouais, c'est, a priori, les gens sont plus ou moins confiants, confiants. Ils disent que s'ils ont de la chance, ils pourraient rester un peu comme Montpellier l'année dernière. Alors, peut-être pas non plus arriver au niveau de Montpellier, mais pourquoi pas atteindre la 3e place.
Et ce serait, pour pas mal de gens, ça semble être plutôt intéressant. Et Et c'est la Ligue des Champions en plus. Hein. Voilà, ça serait peut-être Ouais. risqué. Ouais. Hein. C'est Regarde, il y a 2 tours le de maintien. qualification avant la Ligue des Champions, si on finit 3e. Ouais. Oui, troisième. Oui, mais enfin, bon, oui, mais c'est quand Oui, même ça d'une serait certaine peut-être pas un manière, c'est la cadeau, Ligue des Champions, quoi. Alors, C'est je- les Ouais, fans. et c'est pas un cadeau, ouais, parce que Voilà. commencer 15 juillet à jouer, c'est pas forcément facile. Et Et surtout, justement- et surtout, Nice n'aurait pas le statut de tête de série lors du dernier tour, Oui. puisque forcément, Allez, ils n'ont pas on fait Vous beaucoup pourrez de- tomber sur des Tottenham, Arsenal, Benfica, Exact. enfin, c'est Exact. assez compliqué. Et justement, Alors, je vais vous poser une petite question, messieurs. Est-ce que Nice est capable d'aller décrocher justement cette 3e place, actuellement 4e à 1 point de Marseille? Donc ça va être compliqué quand même, messieurs, à moins Là, qu'il y ait... un match, hein, déjà, il me semble qu'ils vont à Saint-Étienne là, et Ouais. après ils reçoivent Montpellier, je crois. Week-end. Ils ont beaucoup de ça. gros matchs avant la fin de la saison. Ils ont Saint-Etienne, Calendrier Il y a difficile. Marseille encore, il y a Marseille, il y a Paris. il y a Ouais. Rennes. Il y a Maintenant, Rennes. Marseille, faut voir aussi, ils sont dans une très très mauvaise passe pour le moment. 2 victoires sur les 7 derniers matchs. Donc là, il faut peut-être aussi, peut-être un déclin de Marseille. On en parlait dimanche dans le terminus. C'était sur le fait que Lyon, sans doute, serait le plus armé pour taquiner, si on peut dire, le Paris Saint-Germain. Donc effectivement, pour la 3e place semble, je vais peut-être pas dire jouable, mais elle est ouverte. Ouais. en tout cas. Ouais. Oh là, il y a un petit mouet de Jean-Michel, c'est ça, hein? Bah non, parce que moi je vois Saint-Étienne, donc on peut pas être. Ah, non, mais Depuis ça- le début, depuis Ah, mais depuis Jean-Michel, c'est ouvert. si, Tout ça dit pour que dire, Saint-Étienne- ah mais Jean-Michel, c'est ouvert pour la 3e place, c'est ce qu'on dit, hein. Oui, c'est ouvert, mais je pense que Saint-Étienne va très vite refermer tout ça. S'il y a une place qui doit se libérer, parce que bon. Ouais, mais C'est ce pas qui va être dur, Jean-Michel, c'est après l'après-finale de Coupe de la Ligue, tu vois. Qu'ils la gagnent ou pas. Est-ce que ils vont pas avoir un relâchement? C'est Avant ça, et après. Saint-Étienne. Ouais. Ouais, c'est Une ou ça deux que j'ai un semaines peu peur. avant et une ou 2 semaines après, ce sera. Moi, je pense que Marseille, ils lâcheront pas, hein, parce que moi le premier, je pensais qu'ils commençaient à piquer du nez. Mais regarde, contre Valenciennes, ils jouent pas bien, ils le gagnent quand même. Et au parc, ils perdent mais ça, c'est la 2-0, mais ils ont pas spécialité fait de un mauvais Marseille. match. C'est la spécialité totale de Marseille depuis 3 ou 4 saisons, c'est que, enfin, pas 3 ou 4 saisons, mais allez, les 2-3 dernières saisons, c'est que même quand on joue, on a un jeu pourri, on gagne et on finit quand même en haut du classement. Donc, après, moi, je peux pas trop m'étendre parce que je vais me faire tuer si je commence à parler de Nice qui supplanterait l'OM ou l'OM qui descend, tout ça, mais l'OM a l'habitude de faire des fins de sprint comme ça, et tenir la barre haute, tu même verrais Nice, toi en concédant des jeux, hein. Nice dans les 3 premiers, tu y crois vraiment, même sans Non, en étant enfin, objective? j'y crois. Je l'espère pour ma ville. Ça pourrait être merveilleux pour le club, pour ma ville, pour mes petits joues, pour justement, ça serait superbe vu que le nouveau stade arrive. Après, il y a quand même, on en parlait tout à l'heure, il y a des matchs pas forcément acquis qui arrivent mais ils ont le jeu en tout cas pour pouvoir tenir 3e, je sais pas, dans les 5 premiers, ça serait. Ouais, dans les 5 premiers, moi, à mon Ce avis, serait- on serait déjà content. Hein. Ce serait pas justement mauvais pour eux d'être directement en Ligue des Champions avant de passer par l'Europa League? Un peu. Bah, ça risque d'être dangereux. ouais. Parce Faut être- que Moi, je- Ouais, mais non, ça, mais c'est en tout cas, trop je vite, pense, ça brûle Attendez, les ailes pas et- tous en même je temps. pas pense tous qu'ils en vont vite se brûler les ailes si On s'en s'ils fout, arrivent pas honnêtement, direct là-bas. pardon, mais on s'en fout. Ça, c'est vraiment l'argument que m'insupporte depuis des années. On s'en fout. Je veux dire, quand t'es supporter et quand t'es membre d'un club qui joue la Ligue des Champions, on sait bien qu'ils passeront sans doute pas les tours préliminaires et qu'ils auront peut-être un repêchage en Europa League qu'ils Ouais, devront. mais attention de pas faire comme Auxerre qui s'est retrouvé en Ligue 2 la saison d'après, Voilà. tu vois. Ouais, mais C'est ça ça, qui est n'a- ouais, mais ça n'a, ouais, mais, ouais, Ça, c'est pour gérer les clubs, attention. Ouais, Non, mais je c'est- pense, Chris, le t'as club raison, est je pense mal que géré, tous les quoi. supporters, Franchement, c'est le rêve, je veux dire. Bah oui, Ah, le mais oui, mais pour tu faire sais- la Ligue des Champions. je veux dire, Allez, maintenant, les joueurs, et puis les c'est dirigeants, le moment. peut-être qu'ils Ça auraient... arrivera peut-être une fois dans la vie des supporters. Je veux Mais dire, ça, honnêtement, Mais, messieurs, je suis désolé de vous couper. Arsène Wenger a quelque chose à nous dire. Sommes ouverts surtout devant, milieu et derrière. Bon, voilà. Merci, Arsène. Ça, c'est fait le jingle le plus pourri du moment. C'est Calais l'autre fois qui était bien pourri aussi. Non, je C'est le remettrai énervé pas. dernièrement en plus, t'aurais pu prendre ça. Oui, si, bah, j'ai fait un montage, je vais pas te le cacher, j'ai fait un montage, j'ai testé, j'étais un peu déçu, j'ai trouvé ça, je dis, oh, je vais faire un montage, c'est vrai que j'aurais dû mettre l'autre, j'aurais dû le garder en sauvegarde. En Dommage, 20 je l'ai En effacé. 20 ans de sa carrière d'entraîneur, il s'est énervé une fois, c'est ça qu'il fallait prendre, quoi. Ouais, mais bon, tout en anglais, on sait jamais, c'est un peu complexe. Bon, allez, messieurs, comme vous l'avez bien entendu, tout le monde est chaud pour parler d'Arsène Wenger. Donc, ce deuxième débat, Arsène Wenger est-il vraiment le problème de Arsenal? Actuellement, Arsenal est 4e de Première Ligue. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème que Arsenal soit 4e? Ça, on en reparlera un petit peu après. Son 5e.
5e, pardon. Ah bah pardon, excuse-moi, je suis vraiment bien Tottenham, informé. Tottenham, Comme en ça, dessous ça de la commence troisième bien. place. Tu fais de gagner une place. Ah, sur si je dis pas de conneries, c'est Manu, parce que je l'ai pas devant moi, c'est Manu, Man City derrière, et Tottenham et Chelsea se battent pour la troisième place, si je dis pas de bêtises. Voilà, Si j'ai- voilà. Ouais, bah, Et Arsenal, ils sont à 2 points de Chelsea qui est 4e. voilà. Ouais, Bah, à 2 points au niveau statistique, au niveau du jeu, Et la Ligue des Champions, c'est jusqu'à quelle place? C'est les 4 premiers, les 4 premiers, ouais. Première et la 4e, tu passes un tour de Communaire. Ouais. voilà, première. Alors, je vais juste vous rappeler quelque chose, c'est Arsenal a gagné son dernier titre, sa dernière coupe en 2005. Donc, première question. Alors, John, toi qui es fan, justement, mais combien de temps ça va encore durer, on voit bien Arsenal qui est sans titre. Ça va être assez simple. En fait, la politique générale du club, c'est de dégager un bilan positif, enfin bilan financier positif tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, il y a une balance qui est positive au niveau des transferts. On vend plus qu'on achète. D'ailleurs, Wenger doit dégager 15 millions d'euros par an pour payer le stade. Et est-ce que tout simplement Wenger va pas dégager, comme tu dis? Non, mais en fait, non, parce que c'est le seul capable de faire ce qu'il fait en ce moment. Donc, c'est-à-dire avec 100 transferts, parce qu'il faut regarder United, City, Chelsea, même Tottenham maintenant, Liverpool, ils ont tous les ans des gros transferts. Ah, mais il sert à quoi le manager, là? Le manager à l'anglaise, il sert à quoi, alors? Mais Arsène, il fait tout au club. Hein. C'est-à-dire que c'est lui qui, de A à Z. Ah, mais au niveau des transferts, il sert à quoi, alors, Au niveau des transferts, il a pas l'argent. Si, alors tous les ans, on entend qu'il a 80, 100. Maintenant, on nous dit même qu'il a 120 millions de livres. Ah, mais ce qui fait 130, je vais 140. pas te rappeler, je sais pas, c'est toi qui es fan d'Arsenal, je vais pas te rappeler qu'Arsenal est le 4e club le plus riche du monde, quand même. Donc, Mais c'est faux, mais bah si, mais c'est vrai. Mais c'est bien sûr vrai. Et c'est l'un des seuls clubs du top mondial, du top européen qui fait des excédents. C'est le seul club qui fait des excédents financiers. C'est ce que tu as dit, donc. Vas-y, John. C'est le 4 ou 5e club en revenus. Mais si on met ce que les propriétaires mettent du PSG, de City, de Chelsea, en revenus par an, c'est pas le 4e, on est d'accord. Et John, j'ai une question. Voilà, souvent on entend que Arsenal, bon, c'est vrai, ils perdent beaucoup de joueurs et ce qu'ils recrutent, c'est pas, ils perdent en niveau, en qualité. Et beaucoup disent oui, mais là ils ont des années difficiles, mais quand il y aura le fair play financier, c'est eux qui seront bien, ils seront mieux que certains clubs. Tu y crois, toi, ça? Fair play financier, j'y crois pas. Pas. Parce que tu l'entends beaucoup. Maintenant, Xavier, pour revenir à ce que tu dis, s'il a lieu le fair play financier, ce sera le cas. Ça va être l'un des meilleurs clubs du monde, forcément, avec le Bayern. Mais si. Mais pourquoi tu dis non? Pourquoi tu dis non? Il y aura des moyens faut voir les règles exactes. Il y aura des moyens. Je viens de dire s'il est appliqué. Je n'y crois pas non plus, mais il faut répondre à la question. Tu penses qu'ils pourront contourner ça, certains? C'est sûr. 50 millions d'euros. Tu crois vraiment que quelqu'un peut... On peut pas concurrencer ça. Le sponsor de City, c'est 200 millions d'euros par an parce que c'est le proprio qui met le chèque et c'est eux le sponsor. Ouais, on va pas revenir sur faire plus financier. On sait le truc qui y a automatiquement. Mais moi, Christopher, j'ai une question. Attends, juste Xavier, je vais juste revenir sur un point qui est Arsenal actuellement. Faut pas se le cacher ce soir quand même. Au niveau des transferts, clairement ce soir c'est un énorme échec. Au niveau gardien, quand même. Faut se dire, Arsenal, vraiment un gros problème là-dessus. En plus, cet été, il y avait le Belge Mignolet, qui est un superbe gardien, qui était disponible pour 5 millions de livres. C'est ce qui est rien du tout. Et Wenger a décidé de maintenir sa confiance dans le Polonais, qui a complètement craqué depuis la fin de saison dernière. Depuis l'Euro, il est en dessous de tout, quoi. Contre West Ham, la balle lui vient quasiment à 2 à l'heure. Et ils égalisent alors qu'ils ont le match en main, là. Contre Aston Villa, pardon. Donc là, c'est une farce, quoi. Là, je veux dire, à un moment donné, ça suffit. Un gardien de ce niveau-là, un club de ce niveau-là ne peut pas avoir un gardien moyen. Tu peux pas être dans l'expérimentation quand tu t'appelles Arsenal. Je suis fou. Même contre Munich, le deuxième but, c'est lui qui le donne, quoi. J'étais fou. Mais je voudrais revenir 2-3 trucs sur Wenger. En fait, c'est que avant le stade, en fait, le club perdait beaucoup trop d'argent. C'était un club qui était endetté, qui commençait à être endetté, Arsenal. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de mener une politique financière qui est saine. Parce que le club, ils allaient tout droit comme un Leeds qui avant était, ils ont fait une finale de Champions League où ils l'ont gagné. Et maintenant, le club est en Ligue 2 et il remontera certainement jamais. Et Arsenal était pas très loin de ça. C'est pour ça aussi qu'ils font aujourd'hui une politique saine.
Mais Parce tu qu'ils ont- penses pas, là, s'ils gagnent, là, cette année, ils vont rien gagner certainement. Oui, dans le stade. S'ils sont pas dans les, c'est pas la goutte qui fait déborder le vase, s'ils sont même Ouais, pas ouais. qualifiés en Ligue des Champions. Si, mais je pense que le board, le board, c'est Ouais. ceux qui prennent les décisions Ouais, ouais. avec actionnaires Ouais. majoritaires. Ils continueront Wenger. Pourquoi? Parce que c'est justement c'est le seul qui arrive à finir dans le top 4 avec en faisant gagner des sous, en ayant un jeu qui est pas trop mal, même si dernièrement la qualité de C'est jeu est pas mieux. top. Oui, c'est vraiment pas très beau. Hein. Mais je pense qu'il continuera et que le board ne changera pas d'avis, quoi, malheureusement. Parce que Non, mais c'est pas Wenger qui est le problème. Wenger, quand il est c'est quand même c'est quand même un des problèmes au niveau tactique, c'est n'importe quoi ce qu'il a pu faire avec André Santos. Il était la presse anglaise tacle chaque semaine. Ils font des rubriques sur les gaffes tactiques d'Arsène Wenger toutes les semaines. Il est allumé par rapport à ça. Il a fait jouer André Santos à un moment donné. Je sais plus ce qu'il avait fait. Il avait tout mélangé avec Cazorla. À un moment donné, le jeune, je crois que c'est Wilshere qui revient de 8 mois de suspension. Il est super agressif. L'arbitre lui dit si tu te calmes pas, on sentait qu'il allait prendre sa rouge et l'autre il dort. Il dormait sur le banc, Arsène Wenger. Donc évidemment, il l'a pris avec son carton rouge. Donc il a fait au niveau tactique, il fait des erreurs. Ben, de novice. Mais parce qu'il s'appuie un peu trop sur son siège et donc il fait n'importe quoi. Et alors tu parles de fair play financier, mais comment font le Bayern Munich et le Tottenham? À ma connaissance, ils dépensent pas énormément et pourtant ils ont une gestion très saine et excédentaire. Et Simon Mignolet il coûtait pas beaucoup d'argent, donc il y a quand même des erreurs. On peut pas dire sous prétexte qu'on doit se dire ne le lynchons pas. Je suis d'accord, mais il fait quand même beaucoup d'erreurs. C'est un constat. Son Tottenham Arsenal, c'est qu'ils ont une grille de salaire qui est totalement différente. Arsenal, il y a une grille de salaire imposée qu'on ne doit pas dépasser, c'est-à-dire 100 000 livres par semaine. Faut dire, et un grand joueur, il en demande 200. Tottenham, il paye des gens 150. Oui, ça il l'a pas caché justement Arsène Wenger, parce que j'ai énormément regardé des interviews de lui aujourd'hui, il le cache pas ça. Hein. Ça, c'est un très gros problème, c'est que le board, ils ont dit, les salaires, c'est ça maximum, à part celui de Wenger qui est un peu plus haut, parce qu'il leur fait gagner des sous. Mais sinon, les joueurs, ils ont une grille de salaire qui est très, très basse comparée aux autres clubs. Samir Nasri, il gagne par exemple 180 000 livres par semaine. Le meilleur joueur d'Arsenal, il gagne 100 000. Jean-Michel, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe à Arsenal avec les recrutements qu'il fait Arsène Wenger, connaissant Arsène Wenger quand même qui est quand même un très bon tacticien pour ma part, hein, ce que je pense. Chris le pense un petit peu autrement, mais non, qu'il a fait des erreurs. Non, je dis qu'il fait des erreurs. Pas carrièrement. Des erreurs. Ça reste un super ça reste un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football français, mais il fait des conneries. Ouais, qui fait des et il en fait conneries, beaucoup. Cette année, il en fait plus que les autres années. Jean-Michel, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que d'une manière générale, on est assez sévère avec Arsène Wenger. Parce que, ouais, il a quand même une bonne image. Attends, Xavier, laisse-le finir. Ouais, il a une bonne image. Même si, non, mais je parle parce que en ce moment, il est un peu dans la tourmente, même si je peux comprendre la frustration du supporter d'Arsenal parce que ça fait X années qu'il voit pas de trophée à la maison, donc c'est pas évident. Après, quand on parle du recrutement d'Arsène Wenger, mis à part le gardien de but, je pense, sur lequel on est tous d'accord, mais juste te dire 2-3 noms. C'était pas le mercato. Mertesacker qui est le meilleur cette année. Cette année, il fait une grande saison, quoi. Non, c'est un bon défenseur, Mertesacker. Parce que regardez, Mertesacker cette année, il fait une grande saison. Santi Cazorla, c'est un très bon joueur. Podolski, c'est un international allemand. Et moi, je pense que le problème n'est pas là, quoi. C'est que le problème, c'est dans la politique qu'a eu Arsène Wenger et Arsenal, avec ces jeunes joueurs qui voulaient accompagner vers le sommet européen, que ça soit Cesc Fabregas, Alex Song, Samir Nasri, Robin van Persie, c'est qu'avec ces joueurs-là, il a pas gagné. Donc à ce moment-là, on peut lui reprocher ce qui a pu être dans un passé récent. Mais aujourd'hui, moi je me mets à la place d'un joueur comme Robin van Persie ou comme Alex Song pour parler des derniers partants. Lorsqu'il voit Fabregas et Nasri avec qui ils ont démarré un projet pour gagner s'en aller, c'est un message qu'on leur envoie et qu'on leur dit. Même pense à ces joueurs, il reste 8 ans dans un club sans gagner de titre. La carrière au top d'un footballeur professionnel, c'est 10-15 ans maximum. 8 ans, c'est la moitié d'une carrière pro. Donc, faut aussi se mettre à la place de
de joueurs qui sont ultra talentueux. Maintenant, en plus, Arsène Wenger, aussi, les joueurs, hein. je trouve que sous la pression, il dit parfois n'importe quoi. À un moment donné, il a évoqué l'arrêt Bosman. Il faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. C'était celui qui a le plus profité de l'arrêt Bosman. Au moment, oui, parce que c'est à ce moment, avant l'arrêt Bosman, il devait acheter que des joueurs anglais. Quand il y a eu l'arrêt Bosman, il a été acheté 2 équipes de 11 joueurs de footballeurs dans d'autres pays et notamment en France. C'est ce qui lui a permis de rapporter beaucoup de titres, notamment Thierry Henry, les joueurs de Monaco, etc. Donc là, attention, je pense attention, il faudrait pas qu'il ait Alzheimer non plus, notre ami Arsène. Tu vas quand même sur une porte dangereuse parce que actuellement, il a quand même une belle ossature anglaise. Voilà, il veut dire qu'il en a il faut pas qu'il tape sur l'arrêt Bosman alors qu'il en a profité. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Wenger, il a dit qu'à l'arrivée, il faudra 10 ans pour former des joueurs anglais. Non, mais 10 ans pour former des joueurs anglais du centre de formation. Ouais, mais les 10 ans sont un peu passés quand même. Oui, maintenant on a les Wilshere, Gibbs, Ramsey, il y a qui d'autre, Chamberlain. On commence à avoir des joueurs anglais. On lui reprochait avant d'avoir que des étrangers. Non, il y a la moitié, un tiers du 11 qui est anglais. Ouais, non, mais c'est des beaux joueurs, c'est sûr. Quelques petites réactions Twitter, Brice. Ouais, on en a quelques-unes et majoritairement en fait les gens pensent que ok, sportivement actuellement sur Arsenal ça marche pas, c'est un peu compliqué la période actuelle, mais sauf que sur le futur a priori c'est quand même un club extrêmement bien géré et qui dans le futur devrait pouvoir récolter un peu toutes les fruits de tout ce qu'ils sont en train de semer actuellement. Alors j'ai oublié une ou deux choses en fait, c'est que ils ont dû signer des contrats publicitaires, sponsor maillot, sponsor stade, qui étaient très bas pour pouvoir construire le stade. Et ça c'était renégocié dernièrement et là soi-disant, attention, je mets des guillemets, ils pourront dépenser les sous parce qu'ils les auront. Parce que c'est des contrats sponsors qui ont double, je crois ils ont triplé. On est passé de 6 millions par an à 20. Mais ça, c'est du mauvais management. Ça, c'est du mauvais management. Non, le manager n'y est pour rien. Non, pas manager, mais je veux dire président qui manage tout ça. Pour construire le stade, ils étaient obligés de signer ces contrats. Juste une précision sur le stade. Ils ont participé à combien, le club? À hauteur de combien de pourcents, plus ou moins? Je sais au moins que 80%. Ah ouais, quand même. 145 millions sur les 400, je crois, du stade pour avoir le naming. Ouais, donc presque 50%, mais c'est quand même énorme, quoi. Oui, mais par exemple, en ce moment, il y a un club comme Tottenham qui fait tout pour trouver un nouveau stade. Ils n'arrivent pas, hein, parce que le stade olympique, c'est pas eux qui vont avoir. Normalement, c'est West Ham, si je me trompe pas. Et justement, les sous qu'ils sont en train de dépenser en ce moment, parce que Dembélé, Lloris, Dempsey, tout ça, c'est pas des joueurs gratuits. C'est pas D'accord, c'est vrai. Mais c'est un modèle pour le moment, Tottenham. Alors, messieurs, ce soir, on peut dire juste une chose. Attends, juste 2 secondes, John, mais ce soir, on peut dire juste une chose, parce que je conclue sur ce que vous dites, là, actuellement. On peut dire ce soir que c'est un problème d'argent pour Arsène Wenger, là, parce que vous me dites énormément de choses. Il gère son argent comme il peut, certes, avec justement cet achat de stade magnifique. Mais quand même, attention, Arsenal, c'est quand même un très très grand club avec certes de l'argent derrière, mais il a des vrais joueurs. Il a fait quoi? Il a fait une saison invincible, une finale en Champions League. Je veux dire, c'est pas quand il a eu les joueurs et les sous pour racheter, pour voir ce qu'il a envie. Il avait la plus belle équipe d'Angleterre presque. Mais est-ce qu'il part pas trop d'en dessous? Il y a 10 ans, ils avaient la meilleure équipe. Messieurs, est-ce qu'il part pas trop d'en dessous? Quand il prend des joueurs trop jeunes, est-ce qu'il part pas trop d'en bas? Justement, est-ce que c'est pas son problème actuellement? Il prend pas trop de jeunes? Est-ce que c'est pas sa niveau tactique là-dessus aussi? C'est dangereux parce que lui, il nous l'a dit, et moi j'ai vu juste un truc, après je laisserai la parole à Jean-Michel, mais juste une chose, moi j'avais vu une interview qui dit, justement, pour gagner des titres, il me faudrait 20 ans. 20 ans, c'est énorme, je trouve, quand même. Je l'ai pas vu, pourtant je regarde toutes les conférences de presse. C'est pas une conférence de presse. C'est pas une conférence de presse, c'est une interview. 10 à 20 ans. 10 à 20 ans. Ouais, mais t'entends ça nulle part, quoi. On dirait qu'il parle d'un club de seconde zone qui monte de Ligue 2, quoi, 20 ans. Il a un souci par rapport à, puisque tu parlais de l'argent, il a un souci principal, c'est que par rapport à ses autres rivaux, en général, les joueurs qui sont surveillés, il peut pas les acheter parce que, évidemment, il a une concurrence et les autres surenchérissent. Donc, ce qu'il peut faire, c'est trouver justement des joueurs qui n'ont pas encore une réputation très importante et qui ne coûtent pas beaucoup, qui ne coûtent pas très cher. Et là, il faut avoir, comme on peut faire certains clubs, moi, par exemple, parce que je suis belge, donc j'ai un exemple qui me vient tout de suite, Thibaut Courtois de Genk, franchement, en France, personne le connaissait quand il jouait à Genk. Pourtant, c'était un super gardien. Et Chelsea l'a acheté 10 millions, c'était quand même une somme importante. Si Arsenal était rentré dans la danse juste avant, Genk ouvrait la porte pour 6 millions d'euros pour Thibaut Courtois. Franchement, Arsenal, ils auraient un gardien extraordinaire. Donc il y a moyen. Jean-Michel.
Bah moi, je rejoins un petit peu ce que je viens d'entendre concernant les joueurs. Pour moi, les top joueurs aujourd'hui en Europe, la question est de se demander est-ce que Arsenal est capable de rentrer dans la danse? Est-ce que Arsenal sera même à terme capable de mettre autant qu'un club comme City, comme Chelsea, qui ont clairement un portefeuille illimité. Donc ça, c'est un truc important. Après, pour le gardien de but, c'est un petit peu différent parce que on parle de Thibaut Courtois. Il avait même Hugo Lloris qui était prêt qui pouvait avoir pour Mais pas assez d'argent, pas assez d'argent. Non. Non, Non, Hugo Lloris, Lloris, c'était 10 il millions. voulait signer. Hugo Mais Lloris, c'est- il non, devait parce signer. qu'il croyait en Wojciech, alors je peux pas prononcer son nom, c'est Ouais. Wojciech Szczesny, je sais pas, je peux pas. On te pardonne. Mais on a de mais très bons croyez en joueurs, lui, on a de très c'est bons une erreur, gardiens, ça donc arrive. Mais Simon Krul, pour moi, c'est un super gardien. Simon Mignolet, c'est un gardien complet. Il y a des joueurs qui sont des Il y a gardiens qui sont Bergovic très aussi. complets. Oui, Il y a mais je me dis Bernardovic. par exemple sur un joueur comme aujourd'hui par exemple on parle tous de Neymar, on parle d'un joueur comme Falcao qui pourrait être éventuellement sur la grille des transferts. Il pourra jamais avoir un joueur comme ça. C'est au niveau de la grille de transfert et pas au niveau de ça. Le problème, c'est que s'ils ont un joueur comme ça, ils achètent ce joueur-là et puis ils achètent rien pendant 3 mercato. Je voudrais faire une comparaison. On parle beaucoup du Bayern Munich qui fonctionne à peu près pareil qu'Arsenal, sauf qu'Arsenal n'utilise pas ses anciens et le Bayern attire tous les jeunes joueurs allemands. Tous les jeunes allemands, ils rêvent de jouer au Bayern. Les jeunes anglais, ils rêvent pas de jouer à Arsenal. C'est pas Après, comparable. regarde, ils ont un défenseur central, Danche, qui était sous-coté, qui a fait tous les clubs ici qui a fait plusieurs clubs en Belgique. Il est arrivé à Mönchengladbach il y a quelques années. Quasiment personne le connaissait. Maintenant, c'est le titre, il est quasiment le meilleur défenseur, l'un des meilleurs défenseurs du Il a Bayern. aussi joué parce qu'il y a eu des blessures. Oui. Tous les clubs peuvent avoir un raté. On prend l'exemple du Bayern Munich. Alors, bien sûr, tous les Allemands ont envie de jouer au Bayern Munich, donc c'est un cas différent. Mais on peut dire que, par exemple, le Bayern Munich, c'est raté sur Mats Hummels, qui était formé au Bayern et qui aujourd'hui fait les beaux jours de Dortmund. Ça peut arriver, hein. C'est le Bayern qui a sauvé Dortmund de la crise, hein. Oui, mais par exemple, quand on parle des grandes années Arsenal et qu'on parle, par exemple, de Thierry Henry, il faut se souvenir dans quel état Arsène Wenger prend Thierry Henry. Il était pas marqué depuis. Il était à la Juve et il était pas bien. C'est ça, je voulais te dire. Vas-y, finis, Jean-Michel. Il jouait à la Juve dans un 3-5-2 sur un côté où il s'ennuyait, où il avait du mal à s'adapter. Et puis même sur les premières semaines qu'il jouait à Arsenal, très peu de gens pouvaient anticiper, imaginer le futur qu'il allait avoir avec les Gunners. Justement, Jean-Michel, tout ça pour dire que ce sont des joueurs qui sont dans une... Ou alors relancer des joueurs dont on soupçonne qu'ils ont un talent. Et à moindre coût. Mais c'est de plus en plus dur, même si ils cherchent beaucoup maintenant. Un Dembaba à 8 millions, il y a toute l'Europe qui était dessus. C'est Chelsea qui le signe. Même les bons coups, c'est Chelsea qui les signe. Ouais, mais parce qu'ils rentrent dans à ce moment-là, tu dois avoir un temps d'avance. Ils rentrent un petit peu dans le rang, je pense. C'est ça. C'est plus le club phare comme ils ont été. À un moment, c'était eux et avec Manchester United. Dembaba, je ne sais plus dans quel club ils jouent en Allemagne. Ils ont été le chercher où ça? À 20 km de chez moi, à Moucron, ils ont été le chercher pour moins d'1 million d'euros. Si c'était Arsenal qui l'avait pris, ben voilà. Donc il faut avoir un temps d'avance. Mais il y a toute l'Europe qui essaie de faire ça aussi. C'est ça. Avant, il y avait pas beaucoup de clubs qui recherchaient les perles. Maintenant, il y a Porto, ils ont combien de recruteurs, etc. Je veux dire, maintenant, il y a toute l'Europe qui cherche les perles. Ouais. Jean-Michel, tu voulais. Ouais, moi je pense vraiment que c'est difficile parce que on parle de certaines bonnes pioches, mais si en l'occurrence il n'avait pas réussi à les relancer ou alors à les trouver, il serait venu à Arsenal, ils auraient échoué. On lui aurait tombé dessus encore plus parce qu'on aurait dit que il a pas fait le bon choix. Quand il prend pas Dembaba, alors certes il a un petit peu trop attendu parce que Dembaba il a hésité avec Giroud, mais il a eu une visite médicale où il a eu ses examens et il a vu qu'il y avait un problème de genou et du coup il a préféré Giroud. J'allais y venir, c'est que Demba il a déjà eu pareille situation quand il est parti à Stoke City avant d'atterrir à West Ham. Il avait eu un problème de sa visite médicale. Non, il est parti à West Ham avant Newcastle. Et à Newcastle, il était payé au match. Il avait un salaire de 15 000 par semaine et 15 ou 20 000 par match. Hein. Donc, voilà. C'est pour vraiment qu'un joueur a un problème. C'est pas évident de trouver ça. Et puis on sait bien qu'aujourd'hui Chelsea met les 9-10 millions, mais s'il y avait eu un autre club, ils auraient eu aucun problème à surenchérir. Exactement. Et est-ce que Arsenal aurait été capable de le faire ou aurait eu envie de le faire pour un joueur qui a eu des petits soucis sur médicaux?
j'en suis pas sûr, quoi. Non, mais alors, C'est vrai, moi, juste par une contre, moi, chose- vas-y. Le dernier pari d'Arsène qui réussit, c'est Jenkinson, acheté 300 000, et tu le vois cette année. Il a fait un mauvais match dernièrement, mais il a fait un début de saison énorme. Il a même été appelé en équipe d'Angleterre. Vas-y, Xavier. Ça, c'est super parce que ça prouve que y a quand même moyen de le faire. Et peut-être une des erreurs d'Arsène Wenger, c'est de continuer à croire que la Ligue 1 a un potentiel. Ils ont un énorme potentiel, justement. Mais alors, potentiel coût rentabilité qui est important. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et la Ligue 1 est trop surveillée. Il ne peut plus acheter. Mais il a dit dernièrement, avant, on était numéro 1 sur la Ligue 1. Exactement. Maintenant, on essaie de regarder en Allemagne et en Espagne, parce que c'est là que les bons joueurs sont là. En Espagne, c'est les championnats les plus surveillés. Tous les gros clubs les surveillent, ces championnats-là. Il faut justement aller dans des championnats qui sont européennes pour. Mais c'est ce qu'il faut faire. T'as des pépites qui jouent dans des championnats de la 5e à la 15e place. Je peux t'en citer des tonnes. Par exemple, ici en Belgique. Mais en Suisse, t'as des très très bons joueurs comme Shaqiri qui est parti au Bayern. Donc il faut que tu peux aller chercher des joueurs ailleurs. La France, l'Espagne et l'Allemagne. Si on considère qu'effectivement Arsenal est battu dans le jeu de la surenchère par des clubs plus qui s'endetteront plus que lui, il ne peut plus aller en France, en Allemagne ou en Espagne. C'est ça le souci. Et il doit enterrer cette idée-là, je pense, Arsène. Et le problème aussi, c'est que les supporters veulent des grands noms Arsenal, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un grand nom arriver à Arsenal. Donc tu vas te ramener un joueur de championnat suisse ou belge, mais ils vont faire la gueule. Bien sûr, ça a fonctionné, mais au niveau de l'image, peut-être que les supporters d'Everton, ils ont fait la gueule quand ils ont été chercher Fellaini au Standard de Liège. Ouais, mais attention. Ils ont plus la gueule. Ouais, mais il y a surtout une rancœur qui est actuelle, c'est Van Persie. Van Persie qui est parti, et Alex Song qui est parti quand même. C'est deux rancœurs, deux grands joueurs qui sont partis, qui n'ont pas pu être retenus par Arsène Wenger, par Arsenal. Bah, parce que, comme vous le dites si bien, ouais, c'est le salaire aussi. Non, attends, il y a pas que le salaire, C'est actuellement le club c'est pas assez ambitieux, mais n'arrive pas à gagner des titres. Et les joueurs, même s'il y en a certains qui disent qu'ils jouent pour le salaire, ils jouent aussi pour les titres. Et automatiquement, comme vous le dites si bien, le problème d'Arsenal, c'est qu'il faut qu'ils gagnent des titres faut qu'ils en gagnent beaucoup plus, et actuellement, ils en gagnent vraiment pas, ils en gagnent pas, quoi. Donc, c'est le problème, ils ont un peu la chkoumoune, ils arrivent en finale, mais, il manque, voilà. On se rappelle tous de la finale avec Henry qui est contre Barça, et c'était dur, quoi. Le problème, c'est que ça va devenir une obsession. Moi, j'ai des exemples de clubs. Allez, je vais en citer un que vous connaissez bien, évidemment, l'Olympique de Marseille. On a eu aussi cette obsession-là pendant des années. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Moins on gagne de titres et plus ça devient une obsession et plus on fait n'importe quoi. Et j'ai des tas d'autres exemples. J'ai un club du Brésil ici. Il y a eu le cas au Standard de Liège où ils n'ont pas gagné pendant 25 ans en Belgique. Donc il y a plein d'exemples de clubs comme ça. Et justement, c'est vraiment ça c'est vrai et ça plaide vraiment pour Arsène Wenger. C'est difficile quand un club reste avec un palmarès vierge, surtout un club qui a une histoire. C'est très difficile. Il y a tous les clubs qui ont connu ça. United, ils ont connu ça pendant 20 ans. Tottenham, ils ont rien gagné depuis 20 ans. À part, une Carling Cup, c'est pas une coupe. Pour moi, les trophées, c'est FA Cup, Premier League et la Champions League. Mais, il y a plein de grands clubs aujourd'hui qui ont connu 20, 30 ans de disette, hein. Alors, et on parle que d'Arsenal. Même s'ils gagnent une petite coupe de la Ligue, ça pourrait quand même calmer un peu les supporters. Parce que c'est la symbolique. La symbolique. Ouais, mais ça 2005, ça n'a pas énormément calmé. Ça pèse beaucoup, la symbolique. Voilà, voilà, la FA Cup, c'était pas exceptionnel. Alors, on va laisser le mot de la fin à Lorelai, qui n'a quasiment pas parlé pour Arsenal, elle a laissé parler son bras droit. Pas du tout. Absolument, parce que je laisse parler mon bras droit. Ça sert à rien qu'on répète la même chose, je pense exactement la même, on parle plus de Nice, on l'entend plus, ça y est. Voilà, c'est ça. Non, mais ça sert à rien de répéter deux fois la même chose, j'ai exactement le même avis que John, donc. Je ne sais pas si ça a été dit, le dernier titre c'était sous David Dean et depuis il y a Kroenke et Gazidis qui sont passés à la tête du club et c'est eux qui passent le financier avant le sportif, alors qu'avant c'était l'inverse. Alors justement, juste une petite phrase. C'est un gros problème. Juste une petite phrase sur ça. Justement, Jean-Michel me l'a dit un peu en off. Donc, le fair play financier, on va juste dire un mot là-dessus, parce qu'on en a beaucoup parlé dans cette émission, même 2-3 fois dans l'émission. Pour moi, personnellement, c'est une arnaque. Jean-Michel, qu'est-ce que t'en penses? Tu voulais en parler un petit peu? Vas-y, on t'écoute. C'est la plus grosse arnaque du siècle. Et je félicite celui je sais pas qui en a parlé le premier, mais je le félicite parce qu'il a réussi à nous rentrer une doctrine énorme. Parce que on sait très bien que le laps de temps entre aujourd'hui et le jour où il compte le mettre en place, chaque jour c'est un jour qui est mis à profit pour tous les riches de notre sport pour pouvoir le contourner. Faut être concret, hein. Ce soir, c'est-à-dire que si Arsenal, même avec un budget parfait, avec un fair play financier qui va arriver, honnêtement, je sais pas si vous allez me dire quelque chose. Pour moi, personnellement, je sais que ça va rien changer. Mais oui, ce qui sera contourné.
Voilà. D'ailleurs, le fair play financier, ils ont commencé à le mettre soi-disant en œuvre, c'est contre Malaga. Je veux dire, personne n'en a quelque chose à faire de Malaga en Europe, quoi. Et c'est le seul club qui aujourd'hui est sanctionné au nom du fair play financier. Allez, un petit mot là-dessus, Jean-Michel, puis on va conclure là-dessus. Oui, bah oui, aujourd'hui, vous avez des propriétaires qui peuvent éventuellement engager qui engagent d'ailleurs leur fortune personnelle. Donc, comment contrer ces gens-là? En plus, ils sont à la tête par un plafonnement. Moi, je suis stupéfait de votre discours. J'ai l'impression qu'on attend. Pour moi, ça sera jamais gérable en France, en Europe, pardon, parce que, jamais ils oseront sanctionner un grand club. Aujourd'hui, on attaque Malaga, mais concrètement, qu'ils soient l'idée n'est pas de sanctionner. L'idée, c'est justement d'empêcher que les grands clubs. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour le moment? C'est qu'ils sont en train de courir à la catastrophe. Tous les plus grands clubs, allez, on enlève le Bayern et Arsenal, tous les plus grands clubs d'Europe sont justement dans cette situation. Je sais pas Celtic, j'ai peur, je vais peut-être mettre le Celtic de côté, mais je sais pas. Sinon, tous les grands clubs des 3-4 principaux championnats, j'enlève la France aussi, sont dans une situation financière, en tout cas au niveau de l'Espagne et de l'Angleterre et du Portugal, sont dans une situation financière mais catastrophique. Mais si. Non. Il y a United qui fait des sous et qui a réduit son déficit de moitié en 5 ans. Oui, mais ils sont extra déficitaires. Manchester City, Chelsea, tous les clubs de Ligue 1, de la Super Liga. Ils ont réduit leur dette de 2 à 300 millions en 5 ans. Qui dit qu'ils vont pas continuer? Dans 5-10 ans, c'est fini les dettes, hein. Mais le problème, c'est qui te dit que, peut-être. Mais tu me cites un contre-exemple. Je peux t'en citer des dizaines, des exemples. Tous les clubs. Je te cite tous les clubs de Superliga, je te cite les plus gros clubs d'Espagne et même tous les clubs d'Espagne. Non, mais les plus gros clubs d'Espagne actuellement on ébranche la dette. Donc, le Real Madrid a connu une période où ils avaient une dette comme pas possible. Je savais même pas que ça existait de pouvoir, avoir une dette pareille. Et ça a été ébranché. Donc, non, mais le pire club actuel, la dette. Mais ça va revenir, hein. Le Real s'en est sorti en vendant des parts pour combler la dette. Le pire club actuel en Espagne, c'est le FC Valence qui est vraiment très très mal quand même. Ils le sont quasiment tous. Oui, non mais vraiment très mal. C'est-à-dire que le Real peut vite remonter la dette. On sait très bien que derrière il y a beaucoup d'argent, donc ça peut vite remonter. Ce que je veux juste dire ça, mais le FC Valence derrière, il y a pas un gros milliardaire, à moins que ça ne marche pas cette histoire-là parce que le problème c'est qu'il faudra réduire les budgets. C'est un petit peu comme la politique, c'est-à-dire que c'est au niveau de l'austérité, on donne moins de budget, on réduit les budgets pour effectivement supprimer la dette et du coup il y a moins de rentrées parce qu'il y a moins de supporters et il y a moins de résultats sportifs qui rapportent moins d'argent et les sponsors se barrent parce qu'il n'y a pas les résultats sportifs. Donc c'est un cercle vicieux. Moi je pense que c'est effectivement un travail de longue haleine. Je pense qu'il faut en tout cas ouvrir ce débat et ouvrir cette discussion-là. Même si ça prend du temps, au moins il faut qu'un jour les clubs européens arrêtent de mettre leur santé et du coup la santé du football européen, parce que si les grands clubs tombent dans la misère, si les plus grands clubs tombent dans la misère, ça va faire du mal au football européen. Donc, on rouvrira ce débat quand il sera mis en place et quand on aura des nouvelles choses qu'on a beaucoup parlé dernièrement sur RTS Radio, sur notre émission. Brice, quelques petites réactions Twitter pour finir là-dessus, si tu en as encore quelques-unes. Puis non, j'en avais pas plus que ça. Enfin, surtout, en effet, que comme je le disais tout à l'heure, il faudra surveiller Arsenal plutôt dans l'avenir parce que, a priori, moi je suis d'accord plutôt avec ça, mais les Russes, les Qataris, les Jordaniens, tout ça vont pas forcément non plus rester ad vitam aeternam dans les clubs. Donc, il faudra bien que les clubs aussi trouvent le moyen de s'autofinancer. Et a priori, Arsenal est sur la bonne voie pour ça. Et j'espère juste que Arsène restera, ça, parce que la longévité, ça sera aussi avec. C'est pas un fantasme, ça aussi, parce qu'on entend ça tout le temps, mais bon, à un moment, on verra. Ouais, on verra. À savoir aussi que les Russes sont pénalisés sur un plan, c'est qu'ils sont obligés d'avoir beaucoup de joueurs d'origine russe. Ils sont très au niveau du championnat russe, donc ils peuvent pas. Ils ont une marge de manœuvre, peut-être pas financière, mais au niveau de la réglementation en Russie, qui est très limitée. S'il y avait aucune limitation en Russie, je pense que ils feraient beaucoup plus mal, mais ils sont obligés d'aligner beaucoup de footballeurs russes. Et Christopher, le fair play financier, il arriverait pour quand Je sais pas, j'ai pas de date, à moins que quelqu'un. La saison prochaine. La saison prochaine. Et je pense qu'à la limite, il faudrait prendre le plus de temps, bétonner tout ça, peut-être même si ça prend 4 ou 5 ans, mais pour que vraiment ce soit très clair, pour tenter des concertations. Et moi, je pense que c'est un projet qui doit se faire sur un plus long terme. J'ai tendance à dire que c'est encore un peu trop rapide, je trouve, parce qu'effectivement, il y a le risque que les clubs trouvent des moyens et ils vont essayer de trouver, ils trouveront sans doute des moyens annexes. Pour ça, il faut faire un travail et un dossier beaucoup plus bétonné et beaucoup plus long forcément en termes de temps. Comme l'a dit John, c'est déjà mis en place au niveau de Malaga, donc à mon avis l'année prochaine ça risque d'être en place. Et en première ligue, ils ont signé tous les clubs à part City, ils ont signé une sorte de charte de fair play financier aussi. Je sais pas ce que ça va donner, parce que c'est des règles un peu plus laxistes que le fair play financier. Et City, c'est le club le plus endetté au monde, hein, City. Ouais.
Après, c'est pour contrer un peu tout ça, peut-être aussi. Bon, enfin, on verra tout ça. Merci, messieurs. Arsène, tu voulais dire quelque chose? Ouvert surtout, devant, milieu et derrière. Merci Arsène. Allez messieurs, on arrive à la fin de l'émission, on va encore dépasser comme tous les soirs. On est parti sur la partie pronostic. Je vous demande juste vos pronostics, bien sûr, n'oubliez pas, vous retrouvez tous les pronostics des chroniqueurs, des invités, de tout le monde sur notre page Facebook avec des pourcentages pour actuellement celui qui est number one, c'est Chris le Belge. Qui est à 66%. Attention, peut-être que ça va changer, ça peut changer très rapidement. Oui, tu es premier, mon petit Belge. Tu t'es même pas au courant, mais t'es premier, tu fais ton pessimiste comme ça, mais tu n'es au courant de rien, mais tu es très fort. Allez, c'est parti pour ces premiers pronostics. On va commencer par Lorelai. Tu es plutôt Naples ou Juve? Quelle question de merde, Juve, direct. Ah, la Juve. Mais je savais, mais je sais tes pronostics à l'avance, c'est déjà marqué. Non, il y a pas de souci. Allez, John, Naples ou Juve? Match nul. Allez, match nul pour notre ami John. Jean-Michel, ton pronostic? Match nul. Allez, match nul pour Jean-Michel. Xavier? Bah, match nul, hein. Oh là là, ça suit match nul. C'est en championnat, hein. Oui, bien sûr. Oui, ça peut être qu'en championnat, mon petit Xavier. Non, c'est pas en coupe. Oui, non, je te dis que tu as raison de me contrer. Brice, ton pronostic? Je veux dire Naples. Naples, très bien. Et puis Chris. Ah, Chris, t'as pas ouvert ton micro. Non, Chris, il veut plus réagir, Chris. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas ouvert mon micro. Voilà, je te l'avais dit. Donc, je disais, je pensais l'avoir ouvert pourtant. Donc, je disais, c'est difficile parce que les deux clubs sont assez réguliers en ce moment. Napoli, très bien. Ok, et ben pour ma part, je vais suivre Lorelai qui est pour la Juve, et moi j'adore la Juve actuellement, le très beau jeu qui sont enfin c'est un très beau jeu qui sont en train de produire. Mais j'ai envie de suivre Lorelai aussi, voilà. Depuis un an et demi maintenant, monstrueux, vraiment. C'est vrai qu'ils sont très très forts. Non, mais et le calcio, faut pas l'enterrer, hein, parce que depuis quelques mois, on commence à avoir un petit peu de soubresaut, alors qu'ils étaient en perte de vitesse. C'était pas si mort que ça, mais c'est vrai qu'on un peu moins. Ils étaient en déclin. Ils étaient en déclin, mais ça revient. Je pense qu'il y a eu aussi un petit peu d'orgueil. Il y a une concurrence entre les clubs italiens qui finalement serait vraiment profitable à chacun, je pense. Il y a le retour de Jeune. Il y a le retour de la Juve au premier plan qui, depuis quelques années, on les avait pas. Enfin, ils étaient en D2, ils étaient pas au top, quoi. Ouais, c'est vrai. Et le mercato de l'AC Milan qui a été sans doute le meilleur mercato d'un club européen. Oui, pour des raisons politiques. Ouais, sans doute. Ah oui, enfin, arrêtez, Jean-Michel va s'énerver. Si football italien sur le déclin, alors qu'est-ce que c'est le football français, hein, s'il était sur le déclin? Le football italien sur le déclin, c'est à comparer pas avec le football français, c'était à comparer au football italien des dernières années. Et depuis quelques années, ça a commencé quand il y a eu les soucis avec la Juve qui a été rétrogradée. Ouais, mais t'avais toujours des clubs forts, quoi. Les clubs forts, ils étaient toujours là, les clubs forts, gros clubs. Messieurs, on en reparlera dans une autre émission avec notre ami Domenico, hein, qui est vachement fort là-dessus. Hein. Sur ça, il y a pas de souci. Domenico, il pourra nous éclairer de tout ça. Allez, on passe au deuxième pronostic. Real Barça, bien sûr, en championnat. On va commencer par Lorelai. Hein. Ce soir, il y a Real Barça aussi. Donc. Oui. D'ailleurs, j'ai un œil dessus. Barça. Allez, Barça à 200%. Carrément à l'extérieur. Oui, mais parce que de toute façon, là, j'ai vu tes trois pronos, t'as mis 3 équipes que je supporte, donc forcément, à chaque fois, je vais mettre celle que je supporte, donc ouais, voilà. Pas du tout objective, c'est bien. Voilà. Moi, elle l'avoue, c'est clair. Allez, John, ton pronostic. À contre-cœur, le Barça, parce qu'il y a le match contre United à préparer, et que le championnat, ils s'en tapent un peu maintenant le Real. Ouais, c'est vrai, faut pas le cacher. Ouais, mais le championnat contre le Barça, ça reste pas un match comme les autres. Et un huitième de finale contre United avec un résultat négatif à l'aller, c'est encore pire. Ouais, mais crois-moi que quand même ça reste un match de championnat pas comme les autres quand même. Ouais, donc, mais bon, ça va être mis un tout petit peu de côté sur certains joueurs peut-être. Allez, justement, Chris, ton pronostic justement sur. Je sais pas si Ronaldo est titulaire, je ne pense pas. Il sera titulaire ce soir, je pense, mais après. Ce soir, titulaire, ouais. Et il est monstrueux quand même ces dernières semaines. Mais malgré tout, ça risque de faire tourner du côté du Real. Le Barça m'a pas beaucoup impressionné depuis quelques semaines, même si c'est une équipe intergalactique. Je vais encore miser le match nul là. Match nul, très bien. Jean-Michel, ton pronostic? Barça. Allez, Barça, là, c'est Barça qui va tout dominer là. Xavier? Real Madrid. Ah voilà, c'est ça que je voulais entendre. Ouais. Le contre-pied total. Brice.
À Barça. Barça, de toute façon, Brice, je lui demande, mais on sait très bien qu'il est un peu espagnol. Perso, j'ai jamais vu aussi Catalan. Cristiano Ronaldo aussi fort Catalan, que depuis le début de l'année. Hein. Ces 2 derniers mois, il est monstrueux quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, faut le souligner. Moi, pour ma part, ça sera un match nul, comme le dit si bien John. Ça va être un match où ils vont un peu laisser du lest et Barça, même s'ils sont très forts, vont lâcher un peu tout ça, puis le Real voudra gagner. Voilà, allez, dernier pronostic, le pronostic anglais, Tottenham Arsenal. Alors là, c'est le match de folie, on sait la rivalité entre les deux. Donc Lorelai, ton pronostic, ça serait pas plutôt Arsenal? Tottenham? Non, Tottenham. Voilà, tout est dit. Arsenal. Faut savoir que Lorelai ce soir a pronostiqué pour toutes les équipes à l'extérieur quand même. Je le dis ça comme ça. Moi, c'est-à-dire que je me prends un max de mailles si jamais je gagne. Il faut savoir. À un moment donné, il doit être. Le combiné va être énorme. Va être énorme. Je vous le dis, ça va être fou. J'ai pas les pronostics. Il y a une sorte de chance pour qu'elle fasse 0 sur 3, mais bon, vous pouvez le tenter. Ouais, mais bon. si elle gagne, elle gagne 15 000 euros et on la voit plus là. Elle passera jamais sur la RTS. Là, c'est fini. Et John est viré sur le champ. Elle prend Ancelotti sous son bras. C'est terminé. Tout ça, moi, c'est fou. Et Chris, bonne nouvelle ce soir. Pas de match Marseille à pronostiquer pour moi. Donc j'aurais bien parié ça avec elle, moi. C'est marrant. Ah mais attention, Chris, parce que la dernière fois que t'as pronostiqué justement Arsenal, ouais, tu t'étais pas trompé. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'était une surprise encore contre Marseille. Donc le dernier match que j'avais pronostiqué sur Marseille. Donc malheureusement. Alors, justement, mon ami John, qu'est-ce que tu as pronostiqué? Sois-tu objectif? Alors, on dit pas Tottenham, on dit Tottenham en Tottenham. anglais. Excuse-moi. Les sports. Parce que j'entends partout Tottenham, ça me rend fou, quoi. Et je vais parier malheureusement le match nul parce qu'on n'est pas en forme et ils vont avoir un match 3 jours avant contre l'Inter, ils seront fatigués, donc voilà, match nul. J'aime bien les gens objectifs. Au moins, c'est quelqu'un qui est objectif. Jean-Michel. Victoire d'Arsenal à l'extérieur. Ok, voilà. Avec un but de Theo Walcott, si je peux le placer. Vas-y, place-le, je le marque. Allez hop, Walcott. Quelle minute? Quelle minute? Non, je rigole. 43e. Et voilà, il la donne la minute. Il la donne, messieurs. Et je veux dire que s'il gagne avec un Theo Walcott 43e, franchement, ça va être énormissime. Chris, ton pronostic? Franchement, c'est super dur parce que moi, j'aime bien les deux équipes. Wilshere m'a vraiment impressionné. Moi, j'avais vu, mais il est impressionnant et il avait fait un match mais monstrueux avec notamment une passe en profondeur pour la victoire contre Aston Villa qui était juste énormissime. Ah, franchement, c'est super dur. Et les Spurs, ils ont pas été super bons contre Lyon, les deux matchs même, parce que ils ont Gareth Bale, ils ont deux trois pépites, mais c'est difficile. Allez, je vais quand même mettre malheureusement pour les Gunners, je vais mettre Tottenham à domicile. J'ai retenu la leçon, t'as vu? Très bien. Ils vont faire tourner contre l'Inter ou pas Tottenham d'ailleurs? Ah, ça c'est le grand. Non, je sais pas, il y a pas eu de conférence, des fois ils le disent. Non, j'ai pas entendu parler pour l'instant de ça, donc je ne sais, je peux pas t'éclairer là-dessus. Xavier, ton pronostic? J'ai une petite pensée pour une personne, enfin la seule personne du sexe féminin dans l'équipe qui va demain soir être déçue de l'élimination de l'OM. Donc ça va lui mettre un coup au moral et après il y a Arsenal qui va perdre face aux Spurs. Et là, c'est tu veux que je parte en dépression, la consécration. Il faut quand même reconnaître que les Spurs, si tu prends leurs 11 joueurs, les 11 titulaires, c'est quand même des top joueurs à chaque ligne, quoi. Il y en a pas un qui fait défaut, je trouve. Hein. Parce qu'il y a, moi, j'ai l'impression en plus qu'Arsenal, ils vont pas super et que eux, s'ils peuvent les enterrer, je pense qu'il y a une super rivalité. Ils sont bien placés, Tottenham, non? Enfin, rivalité londonienne, t'as raison. Mais bon, Arsenal, il y a quand même encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, Wilshere, il est monstrueux. Il est vraiment monstrueux. Donc, il y a encore des joueurs qui peuvent sortir du lot. Ce qui m'inquiète le plus pour Arsenal, bon, je vais enfoncer une porte, mais c'est vraiment leur gardien et parfois aussi leur ligne défensive. Thomas Vermaelen fait une très mauvaise saison, par exemple, je trouve. Donc, ils réussissent souvent Arsenal là-bas ou ils sont difficiles? Non, c'est souvent des nuls. Ouais, voilà. Bon, voilà, c'est clair. Défaite d'Arsenal, mais bon, juste pour embêter certaines personnes. Moi, c'est clair. Allez, Brice, ton pronostic. Match nul. Match nul, très bien. Voilà, il a changé son pronostic quand il a entendu John, Brice, ça y est. Faut être honnête. Tu es honnête, Brice, dis-le. Exactement. Comme ça, moi, c'est clair. Je reconnais.
Bah pour moi ça sera Arsenal parce que moi supporter aussi d'Arsenal, j'adore Arsenal donc voilà, je vais pronostiquer Arsenal. Il aurait l'ail donc. Voilà. Ouais. Mais j'ai pas que pronostiqué pareil que Lorelai quand même, mais j'ai pas été quand même un dingue. Non. Et j'ai une question. Est-ce que Newcastle va supplanter Arsenal au rayon des clubs anglais préférés des Français? Bah oui. Je pense pas, parce que ce qui a fait l'admiration des Français pour Arsenal, c'est la saison des Invincibles, les Thierry Henry, et eux, ils ont des Yohan Cabaye, comment ils s'appellent, Young Game. Ouh là, ouf, fais gaffe à ce que tu dis. Attention. Ce sont pas, non, Ouais, ce sont des joueurs, mais ils ont rien à voir avec des Vieira, des Henry. Faut comparer ce qui est comparable, quoi. Tu veux dire Désolé. que c'était des joueurs de top niveau, et que là c'est pas que des joueurs de top niveau, c'est ce que tu veux dire. Voilà. C'est Pas pas la même qualité de joueur. Très bien messieurs, très bien, merci beaucoup à vous tous, chers chroniqueurs et chers invités. Bien sûr, je présente plus Lorelai qui est 5 fois dans l'émission, grand ami de l'émission. Faudrait que ça s'arrête d'ailleurs. Voilà, la grande parraine de l'émission, j'ai envie de dire. C'est bien ça. C'est notre maman de l'émission, voilà. Et puis John, merci d'être passé dans l'émission. C'était un plaisir de t'avoir dans cette émission avec pour Arsenal et pour d'autres, pourquoi pas. Un de ces quatre, reviens quand tu veux, bien sûr. Merci beaucoup. S'il y a besoin de parler de Première Ligue, je suis là. Bah très bien. Et écoute, je penserai à toi. On va bientôt faire des drôles de dames maintenant sur RTS, plus sur RMC. On va être meilleur, on va être encore meilleur. En tout cas, merci aussi à Brice, Chris et puis Xavier et Jean-Michel. Merci, vous êtes encore c'était très bon comme tous les soirs. Merci, chers chroniqueurs. N'oubliez pas, mais de rien. Mais n'oubliez pas, demain RTS ne s'arrête pas. LPA spécial classico. Je pense que ça va se fighter demain, Xavier. Moi je suis pas là. T'es pas là, mais moi je serai là. Je vais te remplacer. Ça sera une bonne émission, je serai absent. Il y aura du temps de parole pour les autres. C'est ce que je leur ai dit d'ailleurs. Liberté pour les auditeurs, c'est 20h. Puis ils vont parler. Vous allez parler demain de Sedan là, qui a des gros soucis en ce moment. Je crois qu'il y a que Le Mans aussi qui a un peu les mêmes soucis. Et puis après ils ont décidé de faire une deuxième heure avec des Parisiens ou des Marseillais s'ils veulent l'appeler. Avant le match, pendant le match, quoi. Jean-Michel va pas appeler, alors. Jean-Michel, il va s'énerver, je sens. Non, si. Si tu veux même une anecdote, tellement j'ai de la chance autour de moi. Vas-y. Il y a quelques mois, j'ai décidé d'aller voir en spectacle un humoriste. J'ai pris la place et comme par hasard, ce jour-là, il y a PSG Marseille qui est tombé derrière. C'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Allez, n'oublions pas tout de suite, juste après LPA à 21h30, il y aura L-Sport. Jeudi, Moteur Show, Chris, tu peux peut-être nous en dire 2-3 mots, bien sûr, avec la Formule 1, tout ça. On est dans la prélude de la saison de Formule 1, commencera dans 2 semaines. Vous retrouverez bien sûr Mathieu Villeton, je serai là bien sûr aussi en tant qu'un de ses chroniqueurs. Et donc on reviendra bien sûr sur l'actualité et malheureusement aussi sur le drame qui a touché le NASCAR aux États-Unis. Vous avez vu sans doute cet accident très spectaculaire. À ma connaissance, il n'y a pas eu de décès, mais ça remet aussi en question un petit peu les normes de sécurité. Rappelez que l'automobilisme est un sport dangereux. Il y a un programme très alléchant, donc jeudi soir à 21h. C'est vrai. Vendredi, nos lives de RTS avec le National, je crois que ça a repris. Dernièrement, ça a repris en tout cas, donc je pense que ça doit continuer avec l'USNAC et tout le reste. Chris, non? Tu as quelques confirmations, pas encore? Je suis pas le plus à même à en parler. Je crois que tu es, ne sois pas très bien placé pour en parler. Mais je confirme en tout cas que ça a repris effectivement très récemment. Et d'ailleurs, tu étais aux commandes et aux manettes, si j'ai bien suivi autour de tout ça. Vendredi d'avant avec le hand, j'étais aux manettes. Mais vendredi dernier, je n'y étais pas. Mais mon ami Luzari devait y être sans aucun problème. Je sais qu'il y avait du live de National, c'est sûr. Mais bon, et n'oublions pas aussi que samedi il n'y a pas d'émission, mais dimanche il y a le terminus pour finir, pour conclure RTS bien sûr avec notre ami Chris. Évidemment, la semaine passée, dimanche, on a laissé la parole, on a mis les Marseillais sur le grill. C'était un terminus OM. Et bien, ce dimanche, à la réponse des Parisiens, on mettra les Parisiens sur le grill. Est-ce que le Paris Saint-Germain perd-il son âme? Comment est-ce possible que le championnat soit si serré avec l'effectif pléthorique dont il dispose? La Beckham mania et l'attrait des médias envers le Paris Saint-Germain, est-ce qu'on en fait pas trop? Le Classico a-t-il perdu sa saveur? Beaucoup de questions. Et les Parisiens seront mis sur le grill ce dimanche à 19h dans un terminus spécial Paris Saint-Germain. Et voilà, je pense qu'on a été complet. Merci à vous tous. Merci à vous toutes surtout. Merci à vous tous, chers auditeurs, bien sûr. Et merci à tous les tweetos qui ont été super bien dirigés par mon ami Brice, qui fait encore un travail exceptionnel sur Twitter. On le sait pas. Il travaille dans l'ombre, capé dans l'ombre, comme Momo.
comme Momo Sissoko, j'ai envie de dire. Oh non, comme Jean de Macoun. T'es un peu notre Jean de Macoun de l'équipe, qui est tapissé dans l'ombre, qui est percutant. En tout cas, il est là. Merci à toi. Et puis merci à vous tous, hein, bien sûr. Encore un débat encore assez fourni. Je pense qu'on aurait pu faire 2 heures. Hein. Merci. Et puis à mardi prochain, je vous réserve quelques petites surprises. Je croise les doigts pour que ça se conclue. Et Je crois aussi, oui. voilà. Et je vais Les vous dire. autres pieds aussi, j'y suis. Voilà. Si en plus Lorena, il sera peut-être. Alors, je vais vous dire si mardi prochain ça marche. Je vous préviens, il y aura une énorme surprise. Pas vous Ouais, je vous envoie Victoria. Vous inquiétez pas. Victoria et la mèche de Beckham. Allez, Voilà. à mardi prochain, à 21h. Salut. Bonne Ciao. soirée. Salut. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.